Merci beaucoup de votre accueil et merci de consacrer ces moments très difficiles de la digestion à une réflexion sur le monde arabe à l'heure du djihad, dans ces moments aussi très terribles où, j'espère pour vous que vous ne l'avez pas vu, hier, Daesh a diffusé une cassette qui descend au fond de l'abjection d'une manière jamais vue jusqu'alors, et dans laquelle les terroristes du 13 novembre, avant leurs actions à Paris, exécutent des actes que tout réprouve sur la personne d'otages dont ils découpent la gorge, tout en proférant des attaques très violentes contre la France. D'une certaine façon, Daesh est pris aujourd'hui dans une sorte de fuite en avant. Une fuite en avant qui multiplie les actions spectaculaires sur le web, dans les réseaux sociaux, également dans les modalités que prennent les attentats en France, mais qui, si on la rapporte à ce qu'ont été les trois générations du djihadisme, celle de l'Afghanistan qui commence en 1979 et qui se prolongera jusqu'en Algérie et en Égypte en 1997 et finira dans l'échec, celle de Ben Laden qui tire les leçons de l'échec de la stratégie précédente et concentre ses attaques sur l'ennemi lointain, sur l'Amérique, mais malgré les attentats et leurs répercussions médiatiques incroyables, ne parvient pas à mobiliser les masses musulmanes derrière lui et connaîtra l'échec en Irak, où il se trouve confronté à la puissance du chiisme qui va l'étouffer. Si l'on observe ce qui s'est passé le 13 novembre, finalement, on a le sentiment que Daesh est aujourd'hui dans une sorte de fuite en avant, dans l'exacerbation de la violence, l'autocongratulation, mais qu'il lui est de plus en plus difficile de rameuter, de mobiliser des sympathisants. Autant après les attentats de janvier, en dépit de l'immense manifestation du 11, la plus grande dans ses diverses composantes manifestation de l'histoire de France depuis que la France existe, la venue à Paris d'un nombre incroyable de chefs d'État du monde entier. Néanmoins, la manifestation était clivante. Vous aviez d'un côté « je suis Charlie », de l'autre « je ne suis pas Charlie »,« je suis Charlie Koulibaly », voire « je suis Charlie Le Pen ». Charlie Martel, pardon, excusez-moi, c'est la même chose. Et, enfin, c'est lui qui l'a dit en tout cas. En revanche, après le 13 novembre, personne n'a dit « je suis Abaoud ». Vous savez, le principal responsable et metteur en œuvre des attentats de novembre, dont le nom, dans son dialecte du sud du Maroc, le Tashlahit, signifie la tique du chat. Un nom très étonnant si on considère qu'il y a cette espèce de coïncidence omen-nomen, et est-ce que la tique du chat peut être un chef de guerre contre nous, ou au contraire, est-ce que cela indique déjà les faiblesses internes à la stratégie de Daesh contre l'Occident? Et comme le djihadisme de première génération, finalement, a échoué, n'a pas réussi à mettre en place son modèle, pas plus que celui de deuxième génération, aujourd'hui, en dépit de la terreur qui est instaurée, est-ce que ce djihadisme d'aujourd'hui, de troisième génération, n'est pas en train d'atteindre ses limites? Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Vous savez que nous sommes, cher Raphaël Kahn, vous me le pardonnerez, victimes de l'information en continu, qui coupe en petits morceaux, qui fait ce que nos amis américains appellent le mash-up, qui nous empêche de voir les choses en perspective. Mais si on rapporte ce qui se passe aujourd'hui à ce qui s'est passé précédemment,
on peut, même pour l'histoire très récente, établir des lignes de compréhension, des répétitions, des récurrences. Et je crois que c'est ça qui, y compris pour vous qui êtes investisseurs et qui tentez de vous prémunir contre le risque, il faut essayer justement de penser le risque actuel sur lequel on n'a pas de profondeur, à partir justement de l'analyse des récurrences des risques comparables passés, avec bien sûr une marge d'incertitude. C'est un peu le sens de ce propos qui part bien sûr d'une situation que nous tous en France vivons de manière inédite. Jamais nous n'avions connu le djihad français, mais qui s'inscrit également dans un type de relation de notre pays à l'international qui est profondément bouleversé. La vidéo de Daesh d'hier montrait les exactions des tueurs du Bataclan, du Carillon et des 10e et 11e arrondissements accomplies auparavant quand ils étaient en Syrie, comme pour montrer qu'il y avait une sorte d'aller-retour entre ce qui se passait dans le Cham, dans le pays du Levant mythifié par eux, où l'Antéchrist sera exterminé et qui sera le début de la victoire du califat tel qu'ils le perçoivent sur le monde et d'abord sur l'Europe, ventre mou de l'Occident selon eux. Et d'autre part, ce qui se passe en France, chez des jeunes qui ont rompu leur lien d'allégeance avec la France où ils sont nés, dont ils ont appris la langue, dont ils ont fréquenté l'école, qu'ils essayent de tuer en se tuant eux-mêmes, d'extirper d'une certaine façon le péché qui les a fait naître ici. Comment est-ce que nous arrivons à comprendre ce fait qui bouleverse très profondément la rupture binaire entre le domaine de l'international et le domaine de l'interne, ce qu'on appelle le domestique en anglais. Et c'est là, je pense, qu'il faut arriver à bien comprendre ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient par rapport à ce qui se joue ici. Vous êtes exportateurs, nous allons parler des enjeux moyen-orientaux et nord-africains, mais vous appartenez à des entreprises qui, pour certaines, gèrent des personnels qui leur posent problème. Aéroport de Paris, RATP et quelques autres. Et c'est quelque chose qui est très difficile à penser pour les DRH, y compris pour les patrons. Nous sommes entrés dans un univers totalement globalisé où celui ou celle que vous recrutez pour des fonctions d'exécution ou parfois des fonctions d'encadrement peut se penser davantage par rapport à des enjeux externes qu'aux enjeux de l'entreprise. Comment établir le critère? Comment faire des différenciations? Comment sélectionner? Tout en respectant les lois, sans anticiper, sans préconstruire la façon dont l'individu va se déterminer par rapport à son avenir. C'est un enjeu absolument majeur, dans lequel se dépatouille très difficilement notre classe politique. C'est le moins que l'on puisse dire. Ce cadre ainsi posé, je reviens à la situation moyen-orientale et nord-africaine. La France accueille cette semaine le président iranien Hassan Rouhani et son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, que je suis sûr
un certain nombre d'entre vous ont eu l'occasion, comme c'était mon cas, de fréquenter régulièrement au Forum de Davos il y a quelques années. L'émergence de l'Iran comme puissance régulatrice du chaos moyen-oriental est un bouleversement stratégique dans lequel les États-Unis ont joué un rôle pionnier. Si vous lisez les éditoriaux d'un certain nombre de quotidiens français, vous y verrez la ritournelle des propos méprisants envers Barack Obama. Pourtant, sous l'apparence d'un leader qui n'aurait pas d'étoffe, plombé, si j'ose dire, par l'expression malencontreuse « leading from behind » en ce qui concernait la Libye, lors de son premier mandat, nous avons une politique américaine qu'on aurait tort de mépriser par gallocentrisme. Il y a une véritable continuité aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001. Les néoconservateurs, dans l'entourage immédiat de George W. Bush, ont parié sur les chiites irakiens pour transformer le Moyen-Orient et pour faire en sorte qu'un Irak chiite pro-américain, d'une part, amènerait à récépissance l'Arabie saoudite et les pétromonarchies sunnites, coupables d'avoir engendré le monstre Ben Laden, de l'avoir réchauffé en son sein, si l'on peut dire, avant qu'il ne morde celui-ci, et d'autre part, selon la vision des néoconservateurs, l'Iran islamiste allait s'effondrer de lui-même, car les chiites irakiens, l'Iran, comme vous le savez, est chiite, seraient d'une certaine façon le ferment qui amènerait l'effondrement, sinon le regime change, au moins le behavior change en Iran. Cette stratégie était fallacieuse sur la forme, mais peut-être pas sur le fond, car les néoconservateurs, intoxiqués par les exilés américains outre-Atlantique, Ahmed Chalabi, Kenan et quelques autres, ont cru qu'ils pourraient s'appuyer sur leurs alliés immédiats, qui n'étaient que secondaires dans la hiérarchie par rapport aux Iraniens, pour faire bouger le système. Ils ont échoué. Et au fond, l'invasion américaine de l'Irak en 2003, qui avait pour but théoriquement de punir Al-Qaïda, mais Al-Qaïda n'avait rien à voir. Il s'agissait de mettre en place un Irak chiite qui puisse abonder le marché pétrolier, réduire à rien l'Arabie saoudite qui construit son pouvoir sur son rôle de swing producer. Je crois que vous avez eu un débat très passionnant ce matin. Je n'ai pas pu y assister malheureusement. J'avais cours, et oui, à Sciences Po sur le pétrole. Et l'idée, c'était ça. Or, les Saoudiens et quelques autres ont financé la résistance sunnite à l'invasion américaine, l'invasion de ses alliés. Et finalement, les États-Unis sont partis, après avoir laissé un grand nombre de boys et quelques girls là-bas, des milliards et des milliards de dollars, et pour s'en sortir, n'ont eu d'autre choix que de donner l'Irak à l'Iran. Situation paradoxale, bien évidemment.
Mais finalement, le génie d'outre-Atlantique a fait comprendre que l'enjeu, c'était vraiment l'Iran. Et aujourd'hui, la politique de Barack Obama, c'est de parier sur la transformation de l'Iran. Si on donne accès au système international à l'Iran, celui-ci va se transformer et va changer. Et s'il change, il va devenir le nouveau régulateur du système du chaos moyen-oriental. Vous avez remarqué, il y a 2 semaines, ces exécutions en Arabie saoudite. Elles n'ont pas été filmées et mises en vidéo, contrairement à celles de Daesh avant-hier, mais si on avait fait ça avec un close-up comme pour les exécutions de Daesh, ça n'aurait pas été très différent, à part que l'exécution se faisait au sabre et par le dos, alors que chez Daesh, elle se fait au couteau et par-dessous. Mais il y avait, et on l'a remarqué, parmi les 47 exécutés à Riyad et ailleurs, 4 chiites, dont le cheikh El-Nimr, un dignitaire chiite qui a eu pour conséquence la rupture des relations saoudo-irakiennes. Mais il y avait aussi, et surtout peut-être, 43 sunnites. 43 sunnites saoudiens, sympathisants ou activistes d'Al-Qaïda et de Daesh. Des groupes que un certain nombre d'hommes d'affaires de la péninsule arabique ont financés. Ont financé parce qu'il leur semblait qu'ils étaient, en Syrie et ailleurs, les meilleurs opposants à ce que le roi Abdallah II de Jordanie a appelé le croissant chiite. Cette zone qui, de Téhéran et Bagdad, va vers Damas et le Hezbollah, en passant par Bahreïn, et un certain nombre de principautés d'émirats de la péninsule arabique où les Iraniens ou les Arabes chiites jouent un rôle fondamental dans le monde des affaires et un rôle d'intermédiaire considérable. Aujourd'hui, Daesh, c'est-à-dire le mot veut dire l'acronyme de l'État islamique, en arabe c'est Dawla al-Islamiyya fil Irak wa Sham, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Levant. Aujourd'hui, Daesh est dans une situation d'une certaine manière pivotale dans la région. À la fois par ses exactions et une vidéo censurée, j'espère que vous ne l'avez pas vue parce qu'elle est vraiment insoutenable, bouleverse tout, fait la une des journaux, affole les 20 heures des différents journaux télévisés dans le monde entier, à partir des réseaux sociaux. Ce qui inverse le processus qui était celui de Ben Laden, de la 2e génération du djihad, où on crée un événement, le 11 septembre, qui contraignait les télévisions d'en haut à le filmer, parce que le système concurrentiel les obligeait à rendre compte de ce qui finalement s'inscrivait dans la narrativité d'Hollywood, la tour infernale. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce mode opératoire. On diffuse sur le web, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, des vidéos d'exécution d'otages monstrueuses. Celles-ci remontent des bas-fonds, sont censurées, mais on arrive à tourner quand on a les accès. Et elles font la une des journaux télévisés, mais on ne les a pas vues. On est contraint d'écouter la parole de ceux qui en parlent. Et l'effet de terreur est encore plus dense parce qu'on n'a pas pu les voir et parce que la menace est diffuse. En ce sens,
expliquer, comme je tente de le faire, ça n'est pas excuser, si je puis faire une intervention vaguement politique, c'est au contraire identifier l'adversaire. Or, l'identification de l'adversaire est un enjeu absolument fondamental. Son ignorance peut fournir des atouts pour des ambitions électorales à court terme, mais elle ne saurait en aucun cas servir de stratégie pour l'avenir. Daesh joue un rôle pivotal. Néanmoins, il a de grandes faiblesses. L'État islamique, dans son emprise territoriale, est divisé en fait en deux zones distinctes. Vous savez que 2016, et c'est pour ça que ce colloque de la COFAS a été bien sûr rassemblé, le centenaire des accords Sykes-Picot. Daesh a effacé Sykes-Picot. Sykes-Picot, c'était la frontière irako-syrienne. Ils l'ont gommé. Et gommer Sykes-Picot, c'est quelque chose qui leur donne de la popularité au Moyen-Orient, parce que Sykes-Picot est perçu comme finalement le résultat des élucubrations entre Sir Sykes et Georges Picot, le secrétaire du Foreign Office et le ministre français des Affaires étrangères, qui avaient concocté le charcutage, si j'ose dire, charcutage halal peut-être du Moyen-Orient, contre l'intérêt des populations. Ce faisant, Daesh est populaire. Mais en réalité, il y a une résilience des États et des nations. Du côté irakien, Daesh, force sunnite, s'est allié avec l'ancien establishment sunnite de Saddam Hussein qui tenait le parti Ba'ath, les sunnites étant une minorité en Irak. C'est du reste pourquoi Al-Qaïda, en Irak, après l'invasion américaine, qui voulait lutter contre l'impérialisme américain et contre les croisés, s'est trouvée prisonnière des enjeux irakiens et a lié son destin avec les anciens saddamites, oblitérant ainsi son propos révolutionnaire et se trouvant prise au piège des conflits locaux entre sunnites et chiites en Irak. Al-Qaïda ayant disparu, aujourd'hui, l'État islamique à Mossoul a un vernis Daesh, un vernis égorgement, etc. Mais le fond de sauce, si j'ose dire, c'est le système de Saddam Hussein. C'est ça qui assure les paiements, organise la vie, le marché des esclaves chrétiennes ou yézidis, les distributions de subsides, etc. C'est le ba'athisme plus le djihadisme. Du côté syrien, ce n'est pas tout à fait pareil. Du côté syrien, Daesh, c'est en grande partie des gens qui viennent de l'étranger. Car le parti Ba'ath syrien n'était pas sunnite. Les sunnites étaient une minorité en Irak. En Syrie, au contraire, le parti Ba'ath était l'arme de la minorité alaouite, une secte post-chiite, contre la majorité sunnite. Donc on n'a pas le même système. Le Ba'ath syrien est beaucoup plus idéologique. C'est à Raqqa et ailleurs que vont les djihadistes français. C'est là que se font les exécutions et les égorgements, en grande partie. Dans quelle mesure, aujourd'hui, la coalition internationale, construite sur la base des résolutions de l'ONU, est-elle à même de détruire le territoire de l'État islamique, du califat autoproclamé un jour de la fin juin 2014, début du Ramadan, à Mossoul. L'exécution du Cheikh Nimr, il y a 2 semaines en Arabie Saoudite, évidemment,
semble affaiblir considérablement la coalition, puisque la résolution onusienne voulait finalement rassembler autour d'un plus petit commun dénominateur les Turcs et les Iraniens, les Américains et les Russes, les Français et je ne sais qui, pour faire en sorte que, comme l'aurait dit autrefois le président Mao Tse-tung, les contradictions primaires, c'est-à-dire l'ensemble de l'opposition de la coalition à Daesh, l'emportent sur les contradictions secondaires, c'est-à-dire 15 jours avant la résolution de l'ONU, un avion russe qui survolait la frontière turco-syrienne pour aller bombarder les opposants syriens est abattu par la DCA turque, avant que M. Erdogan déclare que pour lui, il voudrait être, en ce qui le concerne, le Hitler de la Turquie. Le problème, c'est de savoir dans quelle mesure aujourd'hui il y a un consensus entre les différentes parties à la coalition contre Daesh, ou bien est-ce que finalement chacun estime qu'il est préférable de tirer sa propre épingle du jeu, parce que ce qui est plus important, c'est d'affaiblir un partenaire plutôt que de lutter contre un ennemi qui est au moins autant virtuel que réel. Ça, c'est un élément complexe dans l'intellection du risque, auquel, globalement, les modèles économétriques habituels ne sont pas habitués. Paradoxalement, Daesh, cette espèce d'ovni, est en fait assez poreux à l'évolution de la conjoncture. Daesh tire sa fortune, outre la bonne gestion par les baassistes irakiens, de plusieurs sources. L'impôt, c'est de plus en plus difficile à collecter sur des populations qui sont aujourd'hui réduites à quia. Le trafic des antiquités qui se porte bien. Si vous voulez acquérir un buste palmyrénien à un prix imbattable, allez à Antakya, l'ancienne Antioche des patriarches, à la frontière turco-syrienne. Et, plus important, sur le trafic de pétrole. Le pétrole, sans vouloir revenir sur ce que vous avez entendu ce matin, est un élément absolument fondamental pour comprendre les stratégies du chaos moyen-oriental. À 120 $ le baril, Daesh est riche. Il vend 40 $, ceux qu'il a tirés des puits du territoire qu'il contrôle, à la Turquie, voire aux Kurdes. Un pétrole grossièrement raffiné qui passe par camion-citerne. À 27, demain 26, après-demain 24 $ le baril, il n'y a plus grand-chose qui reste. Et la résolution a eu pour effet quand même, en dépit d'un certain nombre de déclarations attentistes des Américains qui disaient « on ne veut pas bombarder les puits de Daesh parce que ça accroîtrait la carte carbone de la Syrie et on aurait mauvaise figure à la COP 21 ». Néanmoins, aujourd'hui, la résolution a eu pour conséquence que les puits sont bombardés et que les Kurdes, au grand chagrin des Turcs, ont repris Tel Abyad, c'est-à-dire le poste frontière Daesh-Turquie par lequel passaient l'essentiel des djihadistes et des camions-citernes vers le nord. Donc, on a une conjoncture pour l'État islamique qui n'est pas extraordinaire, qui se traduit par une fuite en avant à travers
les manifestations médiatiques, les égorgements, etc. Vous savez, vous êtes tous économistes ici, vous pensez le risque, vous pensez le futur. Le terrorisme djihadiste aussi, et dans votre cas, et peut-être que au prochain séminaire de la COFAS, il y aura quelques représentants de Daesh qui, eux aussi, sont concernés par les mêmes problèmes que vous. Après tout, on a bien des salafistes qui enseignent à Sciences Po aujourd'hui, donc pourquoi pas. Et quel problème pour Daesh? Très simple. Il y a une économie politique du djihadisme. D'un côté, il faut terroriser l'adversaire, lui infliger le maximum de dommages, lui faire peur. De l'autre, en même temps, et c'est la difficulté d'un investisseur, il faut mobiliser des sympathisants. Si les deux ne sont pas faits en même temps, c'est-à-dire si la mobilisation de sympathisants ne suit pas, alors l'investissement sur la terreur se retourne contre les instigateurs et les propagateurs de celle-ci. En 1997, en Algérie, ou au même moment en France, l'hyperviolence des groupes djihadistes se retourne contre eux. Après l'interruption du processus électoral en 1992 par les généraux algériens, quand le fils allait remporter le deuxième tour, une bonne partie de la population algérienne soutient le fils, frustré de sa victoire. 5 ans plus tard, le fait que les djihadistes massacrent tout le monde au nom de la lutte contre l'hérésie et l'apostasie leur aliène tout leur soutien. Le 11 septembre, bravo, attentat spectaculaire, Hollywood, tout ce que vous voulez. Après, Al-Qaïda multiplie les attentats. Madrid, Londres, Bali, Nairobi. Ça ne sert à rien. Dans la mesure où il n'y a pas de mobilisation. La perpétuation du terrorisme est contre-productive pour ses auteurs. Janvier à Paris, de leur point de vue, pas une réussite complète, mais pas mal. La société française ne s'est pas dressée contre l'ensemble des musulmans. Il n'y a pas eu de pogrom, de ratonnade. Ça, c'est pas bien, c'est ce qu'ils auraient voulu pour créer la guerre civile. Mais il y a eu un clivage, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. Après le 13 novembre, il n'y a pas de clivage. Toute la société française, toute confession confondue, est visée. Et elle se dresse tout entière contre le terrorisme. De cette manière, le modèle de l'économie politique du terrorisme se trouve défaillant. Ils ne parviennent pas. Si vous regardez leurs dernières vidéos, après novembre, ce sont des vidéos pleines de ressentiment contre les musulmans français, qui ne suivent pas la voie qu'ils ont indiquée, et qui ont surtout en horreur ce qu'ils sont en train de faire. Au Moyen-Orient, c'est pareil. Qu'est-ce que Daesh peut apporter aujourd'hui? Pas énormément de choses. Cette espèce de modèle idéal du califat redresseur de tort se traduit surtout par le massacre de tous ceux qui n'appartiennent pas au groupe. Tout un chacun aujourd'hui s'identifie quand il regarde ces vidéos, non pas à l'exécuteur ex-conducteur de la RATP ou belge, ex-dragueur de boîte de nuit, pas du tout ça, mais s'identifier aux gars qui sont en combinaison orange, sur lesquels on a écrit en incrustation apostat et qui est égorgé en temps réel. Et ça, c'est un retournement du modèle, si vous voulez. C'est l'économie du terrorisme, djihadisme, si j'ose dire, c'est comme la pizza. Le retour sur investissement est extrêmement rapide, c'est le contraire du pétrole, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose que ces individus maîtrisent assez mal. Je
Je termine en une seconde, car mon temps est échu, je vois Raphaël qui s'inquiète, avec l'enjeu pétrolier, pour faire le lien avec votre séance précédente. À 27 $ le baril, le Moyen-Orient est évidemment dans un système de crise épouvantable. Très près de nous, on se demande comment l'Algérie va évoluer dans les mois qui viennent. La paix sociale est achetée à la rente. De rente, il n'y en a plus beaucoup. Plus important sans doute, j'ai mentionné que Daesh était impacté par la baisse du baril, et vous savez que Daesh a réduit ses salaires de 50%. Comme vous savez, ils n'ont pas les 35 heures, sinon vraiment on ne sait pas ce qui se passerait. Mais le problème, c'est celui du devenir de la péninsule. Le salafisme, c'est la police d'assurance des pétromonarchies saoudiennes et autres. À 110 $ le baril, le salafisme se porte bien. Il soutient le système saoudien, il soutient les ventes de pétrole et le fait que les Saoudiens gardent tout pour eux, ne partagent pas avec tous les autres musulmans sunnites dont ils veulent être les champions. À 25 ou à 18 $ le baril, les choses sont complètement différentes. Est-ce que les grands oulémas saoudiens continueront à soutenir le régime? Leurs salaires vont baisser au moins autant que ceux des djihadistes de Daesh en proportion. Est-ce qu'ils vont basculer vers le djihad? Je suis très préoccupé par l'avenir de l'Arabie saoudite. Le régime a rationalisé ses choix. Vous savez que la succession saoudienne se faisait sur un mode latéral, jusqu'alors, inefficace, gérontocrate. Des mois, ceux d'entre vous qui ont travaillé avec l'Arabie saoudite le savent, avant qu'une décision incompréhensible et illisible soit finalement prise sans qu'on en comprenne la rationalité. Aujourd'hui, les deux jeunes princes, quadragénaires et trentenaires, ont mis des hommes à eux qui ont leur âge. Quand je recevais des Saoudiens ces dernières années, j'étais un bambin. Aujourd'hui, je suis un vieillard. Ils ont 35 ans. Ils ne savent pas grand-chose. Ils sont pressés, ils ont les dents qui rayent le parquet, mais ils ont cassé la base de soutien du régime, qui résidait dans le fait qu'il y avait un consensus mou autour de la famille royale. Le problème, c'est que aujourd'hui, en taillant dans la succession, en éliminant tous les cousins, ceux-ci sont tentés de s'allier aux roturiers, voire d'utiliser le langage de Daesh pour protester contre le fait que la rente pétrolière s'étant effondrée, la redistribution des prébendes s'est considérablement réduite. Je crois que c'est un enjeu aujourd'hui de timing sur le moyen et le court terme, c'est-à-dire combien de temps va durer la baisse des cours? Est-ce qu'elle va assécher le pouvoir saoudien et la propagation du salafisme à l'étranger et dans le monde? Est-ce que ces effets seront tellement dévastateurs et contre-productifs que nous en subirons des conséquences terribles? Ou est-ce qu'au contraire, le nouveau type de régulation mis en place par la vision américaine, c'est-à-dire s'appuyer sur un Iran producteur d'intelligence, producteur de ressources. L'Iran sous embargo crée ses propres ingénieurs nucléaires, ce ne sont pas les Coréens qui leur ont donné. En Iran aujourd'hui, vous avez une véritable vivacité intellectuelle qui a trouvé des manières de tourner les interdits du régime. Toute la classe moyenne téhéranaise déteste le pouvoir, mais fait avec, parce qu'elle a déjà vécu l'horreur des révolutions,
et préfère utiliser le fil de soie pour étouffer ses adversaires que le sabre. Est-ce que cette logique va se poursuivre sur le court terme ou est-ce que nous allons en subir les conséquences adverses sur le très court terme? C'est un véritable défi. Il est très difficile d'y répondre. Il y a quelque temps, on considérait que l'équipe de facto au pouvoir, mais plutôt de jure au pouvoir, mais pas de facto, c'est-à-dire l'équipe Rouhani-Javad Zarif, finalement serait balayée. On lui faisait amuser la galerie et en fait c'était les gardiens de la révolution qui conservaient le pouvoir, les durs, ceux qui haïssent l'Occident. Les choses aujourd'hui sont en train de changer. Et je crois que la dynamique inscrite par la levée des sanctions va avoir un effet considérable sur la transformation de la société iranienne. Et qu'à terme, les Pasdaran, en dépit de leurs moyens de coercition considérables, ne pourront pas l'emporter. À quel terme, je n'en sais rien. Et pour vous, évidemment, la question, c'est l'arbitrage à 1 an, à 2 ans, à 6 ans. Mais cela étant, l'Iran n'est pas arabe, le Moyen-Orient est majoritairement arabe, et l'Iran est chiite, c'est-à-dire qu'il est marginal par rapport au monde sunnite. Dans quelle mesure est-ce un pari risqué de s'appuyer sur un pays certes dynamique, dans lequel nous nous retrouvons? L'Iran, dans sa population, est aussi laïque que la France, et même plus anticlérical probablement, face au régime. Mais dans quelle mesure ont-ils une capacité d'influence et d'incidence sur l'ensemble de la région, qui reste sunnite et arabe? Je ne le sais pas. Et c'est là que le conflit syrien est essentiel. Parce que, en fait, en Syrie, par-delà la pérennité du régime de Bachar el-Assad, ce qui se joue, c'est en réalité le devenir des grands équilibres du Moyen-Orient demain. Et c'est pourquoi on voit bien comment les États-Unis ont choisi. On choisit une ligne, on choisit un camp. On voit aussi comment la France n'a pas su choisir, à considérer que, pour reprendre les mots de l'un des principaux conseillers de nos dirigeants actuels, la Syrie, c'est notre guerre d'Espagne. Dire des choses pareilles, c'est criminel. Parce que ça veut dire que la voie est ouverte. Si on dit ça, il faut mener une politique. Si la politique ne suit pas, la voie est ouverte aux djihadistes. Et le retour de manivelle est terrible, y compris sur notre propre territoire. Comment peut-on envisager sur le court terme les choses? Vous savez, le président Rouhani, le ministre des Affaires étrangères Javad Zarif sont reçus bientôt. Air France rouvre sa liaison le 17 avril avec Téhéran, et y compris les industriels qui, sur le plan militaire, sont engagés avec les pétromonarchies, Arabie Saoudite et leurs clients, Égypte et Liban, sont bien sûr très intéressés par les immenses possibilités du marché iranien, où tout est à refaire. En Iran, personnellement, quand j'y vais, je préfère prendre un autobus pour aller de Téhéran à Shiraz plutôt qu'un avion, même si c'est 5 fois moins de temps, parce qu'on n'est pas sûr que l'avion ne pète pas en vol, parce qu'il y a plus de pièces de rechange. Il y a un immense marché de 80 millions d'habitants, une population dynamique, une intelligentsia qui n'est pas uniquement nourrie à la rente pétrolière. Je crois que c'est l'un des grands enjeux aujourd'hui sur lesquels doivent phosphorer ceux qui réfléchissent au risque. Mais on est dans une perspective extrêmement ouverte,
qui est corrélée par deux enjeux. Je terminerai là-dessus. D'un côté, les paris sur la résilience de Daesh. Si la politique est capable de penser le moyen terme et non pas le très court terme, Daesh peut être vaincu, y compris dans son territoire, entre Mossoul et Palmyre, qui est l'horizon d'attente des petits gars de Molenbeek ou de Clichy-sous-Bois. Et d'autre part, si on arrive à penser et à anticiper les conséquences d'une stabilisation éventuelle des cours du pétrole à un niveau bas du gaz sur la région, là, on arrivera à construire le tableau de pensée pour les investissements au Moyen-Orient dans les années qui viennent. Mais, en tout cas, une chose est sûre, le modèle de grand-papa, ou même de papa, aujourd'hui n'est plus obsolète, est obsolète. Le Qatar a licencié tous ses conservateurs, sauf un, de musée. Toute la politique du soft power de la région, la première visée par les coupes budgétaires, est en ruine. Pour l'instant, les pétromonarchies pensent qu'elles peuvent tirer sur leurs investissements. Peut-être allons-nous assister à des reventes sur le marché immobilier parisien. Mais le modèle est abîmé. Et je crois que pour les investisseurs que vous êtes, il est important, bien sûr, il faut gérer des contraintes immédiates, mais il est important d'arriver à se projeter, je ne dis pas sur le long terme nous serons tous morts, comme disait Wilfried Pareto, mais sur le moyen terme. C'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté que le politique n'est pas capable de faire. La rupture entre le politique et l'université, le mépris de celui-ci pour celle-là, a abouti aux catastrophes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Je forme des vœux, et ce seront mes derniers mots, pour que l'université et le monde de l'industrie, le monde réel, eux, puissent établir des relations plus solides. Et je remercie la COFAS de m'avoir donné l'occasion de plaider pour cette cause. Cher Raphaël, je vous rends le micro. Merci beaucoup.